Chapitre 3. C'est une personne absolument insupportable. Les espoirs ou les craintes de mon ami ne devaient pas se réaliser. Lorsque je rentrai mercredi, une lettre portant un cachet de la poste de West Kensington m'attendait, et mon nom s'étalait en travers de l'enveloppe, tracé d'une écriture qui évoquait un fil de fer barbelé. Voici ce qu'elle disait. Enmore Park, West. Monsieur, j'ai bien reçu votre mot dans lequel vous prétendez adhérer à mes vues, même si je n'étais pas conscient d'avoir besoin de l'adhésion de qui que ce soit, fût-ce la vôtre. Vous vous êtes hasardé à employer le terme hypothèse à propos de ma déclaration sur le darwinisme, et je vous ferai remarquer que l'usage de ce mot dans un tel contexte est quelque peu injurieux. Les circonstances me laissent à penser, cependant, que vous avez plus péché par ignorance et manque de tact que par malveillance. Je ne vous en tiendrai donc pas rigueur. Vous citez une phrase isolée de ma conférence et paraissez avoir du mal à la comprendre. J'aurais cru que seule une intelligence sous-développée eût pu manquer de saisir cette idée, mais s'il faut la développer, je consens à vous voir leur mentionner, bien que j'abhorre les visites et les visiteurs quels qu'ils fussent. Quant à votre suggestion que je puisse changer mon fusil d'épaule, sachez que ce n'est pas dans mes habitudes, surtout après avoir clairement exprimé le fruit de mes longues cogitations. En arrivant, soyez gentil de montrer cette lettre à mon domestique, Austin, car il fait de son mieux pour éloigner de moi les indésirables crapules qui se prétendent journalistes. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. George Edward Challenger. Ce fut la lettre que je lus à voix haute à Henry Tarp, alors qu'il s'était empressé de venir entendre la suite de mon aventure. Sa seule remarque fut: « Il y a un nouveau truc, la cuticura ou quelque chose comme ça, plus efficace que l'arnica en cas de blessure. » Certaines personnes ont un sens de l'humour vraiment particulier. Il était presque 10h30 passées lorsque j'avais reçu le message, mais un taxi me conduisit à mon rendez-vous juste à temps. Nous nous arrêtâmes devant une imposante demeure, flanquée d'une galerie, et les fenêtres garnies d'épais rideaux qui témoignaient de la fortune du redoutable professeur. La porte fut ouverte par un individu étrange, sec et basané, d'un âge incertain, vêtu d'un blouson de pilote d'une couleur sombre et de guêtres en cuir marron. Je découvris plus tard que c'était le chauffeur, qui comblait le vide laissé par la valse des majordomes. Il m'inspecta des pieds à la tête de son œil bleu transparent. « Attendu ?» questionna-t-il. « J'ai rendez-vous. »« Votre lettre ?» Je tendis l'enveloppe. « Bien. » Apparemment, c'était une personne qui économisait ses paroles. Dans le couloir où je le suivais, je fus soudain arrêté par une femme de petite taille, jaillissant de ce qui s'avéra être la salle à manger. C'était une dame vive d'esprit, énergique, de type plus français qu'anglais. « Un moment, dit-elle. Veuillez attendre, Austin. Par ici, monsieur. Puis-je vous demander si vous avez déjà rencontré mon mari auparavant ? » ?»« Non, madame, je n'ai pas eu cet honneur. »« Alors, d'ores et déjà, je vous demande pardon. Je dois vous prévenir que c'est une personne absolument insupportable, absolument insupportable. Maintenant que je vous ai prévenu, il vous sera plus facile d'être indulgent. » »« C'est très attentionné de votre part, madame. »« Si vous avez l'impression qu'il devient violent, sortez vite de la pièce, n'essayez pas de discuter avec lui. Plusieurs personnes ont déjà été blessées pour avoir tenté de le faire. Depuis ce scandale public, je ne suis pas la seule affectée, nous en souffrons tous ici. Je suppose que vous ne vouliez pas le voir au sujet de l'Amérique du Sud, n'est-ce pas ? » Je ne pouvais mentir à une dame. « Oh, mon Dieu, c'est son point le plus sensible. Vous n'allez pas croire un mot de ce qu'il dira. Cela ne fait aucun doute pour moi. Mais ne lui dites surtout pas. Cela le rend extrêmement violent. Faites comme si vous le croyiez, et peut-être en sortirez-vous indemne. Rappelez-vous qu'il en est lui-même persuadé. Ça, vous pouvez me croire. Jamais homme ne fut plus honnête que lui. Ne tardez pas davantage, ou il finira par se douter de quelque chose. Si vous sentez qu'il devient dangereux, vraiment dangereux, sonnez la clochette et tenez-le à distance, jusqu'à ce que j'arrive. Même dans ses pires moments, j'arrive encore à le contrôler. » Sur ces mots d'encouragement, la lady passa le relais à Austin le taciturne qui attendait, telle une statue de bronze élevée à la gloire de la discrétion, durant notre bref entretien, et je fus conduit au bout du couloir. Un coup fut frappé sur la porte, un mugissement de taureau y répondit, et je me retrouvai dans l'antre du professeur. Il était assis dans un fauteuil tournant, derrière une large table couverte de livres, de cartes et de schémas. Au moment où j'entrai, son siège fit volte-face. Je déglutis péniblement.
Je m'attendais à quelque chose d'étrange, mais pas à rencontrer une personnalité aussi écrasante que la sienne. J'eus le souffle coupé en voyant sa taille et sa présence imposante. Il avait une tête énorme, la plus grosse que j'ai jamais vue chez un être humain. Je suis sûr que son haut de forme, si jamais je m'étais risqué à le mettre, aurait glissé jusqu'à mes épaules pour me recouvrir intégralement. Son visage et sa barbe me faisaient penser à un taureau assyrien. Le premier rougeau, la seconde si noire qu'elle en était presque bleue. En forme de pelle, elle lui dégringolait sur la poitrine. Sa coiffure était étrange, plaquée sur le devant en une longue et fine mèche qui recouvrait son front massif. Sous les épaisses touffes noires de ses sourcils, les yeux d'un gris bleuté étaient très clairs, très sévères et extrêmement dominateurs. Une vaste étendue d'épaules et un torse comme une barrique étaient les autres parties de son anatomie qui surplombaient la table, sans compter les 2 mains gigantesques, couvertes de longs poils noirs. Tout cela, en plus d'une voix qui beuglait, rugissait et grondait, contribua à ma première impression du tristement célèbre professeur Challenger. « Alors ?» dit-il en me fixant avec la dernière arrogance. « Et maintenant ?» Je devais continuer d'entretenir ma supercherie ne serait-ce que pendant 1 minute de plus, sinon, de toute évidence, ce serait la fin de l'entrevue. « C'était très aimable de votre part de me recevoir, monsieur, » dis-je humblement en présentant son enveloppe. Il prit ma lettre par-dessus son bureau et la posa devant lui. « Ah, vous êtes le jeune gars qui ne peut pas comprendre le bon anglais, pas vrai? Vous êtes assez bon pour approuver mes conclusions générales, si je ne m'abuse. » « Absolument, monsieur, absolument. » J'étais on ne peut plus catégorique. « Dieu du ciel, voilà qui renforce sacrément ma position, n'est-ce pas? Et votre âge et votre prestance confèrent d'autant plus de valeur à votre soutien. Bon, au moins, vous valez mieux que ce troupeau de cochons à Vienne qui grogne en chœur, ce qui n'est finalement pas plus grossier que le cri isolé d'un porc anglais. » Il me lança un regard furieux, comme si je m'étais fait le porte-parole de la bête. « Il semble qu'il se soit comporté de façon abominable, dis-je. Je vous garantis que je suis capable de me défendre tout seul, et que je n'ai vraiment pas besoin de votre compassion. Laissez-moi seul, monsieur, avec le dos au mur. Rien ne saurait faire plus plaisir à George Edward Challenger. Bien, monsieur, faisons notre possible pour écourter cette visite, qui peut difficilement être agréable pour vous, et que je trouve d'un ennui indicible. Il m'a semblé croire que vous aviez des commentaires à faire sur le postulat que j'ai émis dans ma thèse. » La franchise brutale de ses manières était peu compatible avec les faux fuyants. Pourtant, je devais continuer de feindre et attendre une meilleure occasion. Vu de loin, cela avait paru si simple. Oh, ma ruse irlandaise ne pouvait-elle venir à mon secours, alors que j'en avais désespérément besoin? Il me transperça de ses 2 yeux d'acier. « Allez, allez !» gronda-t-il. « Bien sûr, je ne suis qu'un simple étudiant, dis-je, avec un sourire idiot. Guère plus, pourrais-je dire, qu'un chercheur passionné. En même temps, il m'est apparu que vous étiez un peu sévère avec Weissmann sur ce sujet. Depuis le temps, l'ensemble des preuves n'a-t-il pas eu tendance à confirmer ses opinions? » « Quelles preuves ?» Il s'exprimait d'un ton calme, menaçant. « Eh bien, évidemment, je suis conscient qu'il n'en existe aucune que vous qualifieriez de certaine. Je faisais simplement allusion à la tendance moderne et au point de vue général de la science, si je puis m'exprimer ainsi. » D'un mouvement impétueux, il se pencha en avant. « Je suppose que vous êtes conscient, dit-il en comptant sur ses doigts, que l'indice crânien est une constante. » « Naturellement, répondis-je. »« Et que la télégonie est encore sub iudice. »« Sans aucun doute. »« Et que le germe protoplasmique est différent de l'œuf parthénogénétique. »« Mais enfin, bien sûr, m'écriai-je, ébloui par ma propre audace. »« Et qu'est-ce que cela prouve ?» demanda-t-il d'une voix douce et persuasive. « Je me le demande, murmurai-je. Qu'est-ce que cela prouve ? » « Vous voulez que je vous le dise ?» ronronna-t-il. « Je vous en conjure. »« Cela prouve, rugit-il en une soudaine explosion de fureur, que vous êtes l'imposteur le plus infâme qui sévit à Londres, un journaliste méprisable, servile, qui n'a pas plus de connaissances scientifiques que de pudeur à se donner en spectacle. » Il bondit sur ses pieds avec une rage meurtrière dans les yeux. Même dans ce moment critique, je trouvai le temps de m'étonner en découvrant qu'il était relativement petit. Sa tête m'arrivait tout juste à l'épaule. C'était Hercule, mais dont la croissance s'était interrompue, et sa vitalité considérable s'était frayé un chemin dans la largeur, l'épaisseur et le cerveau.
Du charabia! S'écria-t-il en se penchant vers moi, ses doigts posés sur la table et le visage en avant. Voilà ce que je vous ai servi, monsieur, un galimatias scientifique. Pensiez-vous me battre à ce petit jeu-là, vous, avec votre cervelle de noix? Vous vous croyez tout-puissant, immonde scribouillard que vous êtes, pas vrai? Que vos louanges peuvent faire un homme et vos critiques le briser? Chacun doit se prosterner devant vous afin d'obtenir une parole favorable, n'est-ce pas? Donnez un coup de pouce à celui-ci, passez un savon à celui-là, je vous connais, vermine grouillante. Vous n'avez pas su rester à votre place. Autrefois, on vous limait les griffes. Mais vous avez perdu le sens de la mesure, baudruche gonflé. Je m'en vais vous remettre à votre place, moi. Oui, monsieur, avec GEC, vous n'êtes pas sorti d'affaire. Il reste un homme qui vous surpasse tous. Il vous avait prévenu. Mais si vous tenez absolument à venir, vous le faites à vos risques et périls. Rendez-vous, mon brave monsieur Malone, rendez-vous. Vous avez joué un jeu assez dangereux, et j'estime que vous avez perdu la partie. Attention, monsieur, dis-je en faisant retraite vers la porte avant de l'ouvrir. Vous pouvez m'injurier autant qu'il vous plaît, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Ne vous avisez pas de me frapper. Ah oui, vraiment. Il avança lentement, d'une façon particulièrement menaçante. Mais il s'arrêta et mit ses grosses mains dans les poches latérales de sa courte veste qui lui donnait l'allure d'un garçonnet. « J'ai déjà balancé dehors plusieurs de votre espèce. Vous serez le 4e ou le 5e. 3 livres et 15 shillings par tête. C'est ce que ça m'a coûté en moyenne. Coûteux, mais nécessaire. Maintenant, dites-moi, monsieur, pourquoi vous ne devriez pas suivre la même trajectoire que vos confrères? Quant à moi, je pense que c'est nécessaire. » Il reprit sa progression déplaisante et sournoise, marchant sur la pointe des pieds comme un professeur de danse. J'aurais pu me précipiter dans le corridor, mais cela eût été déshonorant. De plus, l'étincelle de la colère du juste s'allumait peu à peu en moi. Je m'étais vraiment mis en tort auparavant, mais les menaces de cet homme me plaçaient dans mon droit. « Je ne vous conseille pas de me toucher, monsieur. Je ne le tolérerai pas. »« Mon Dieu !» Sa moustache noire se releva tandis qu'une canine blanche étincela dans un rictus. « Vous ne le tolérerez pas, hein ?» « Ne soyez pas déraisonnable, professeur, criai-je. Qu'espérez-vous? Je pèse 95 kilos, je suis coriace, et je joue 3/4 centre tous les samedis dans le London Irish. Je ne suis pas le genre d'homme... C'est à ce moment qu'il fonça sur moi. Encore une chance que j'ai ouvert la porte où nous serions passés à travers. Avec un ensemble parfait, nous fîmes la roue le long du couloir. Sans trop savoir comment, nous ramassâmes une chaise en route et rebondîmes avec elle en direction de la rue. J'avais la bouche pleine de sa barbe, nos bras étaient coincés, nos corps emmêlés, et cette chaise infernale nous emprisonnait entre ses pieds. Austin, toujours aussi prévenant, avait ouvert en grand la porte du couloir. Nous descendîmes les marches du perron dans un saut périlleux arrière. J'avais vu la troupe des Macs réaliser quelque chose comme ça au Westminster Hall, mais cela demande de l'entraînement pour le réussir sans se blesser. Au bout de quoi, la chaise fut réduite en miettes, et nous roulâmes de part et d'autre dans le caniveau. Il se remit aussitôt sur ses pieds, faisant des moulinets avec les poings, la respiration sifflante comme celle d'un asthmatique. « Vous en avez eu assez ?» fit-il dans un halètement. « Vous n'êtes qu'une brute épaisse !» m'écriai-je en me relevant tant bien que mal. Nous allions recommencer de plus belle, car il était impatient d'en découdre, mais la Providence me sauva de cette situation lamentable. Un policier se tenait derrière nous, son carnet à la main. « Qu'est-ce que c'est que ça? Vous devriez avoir honte, » dit le policier. C'était la remarque la plus sensée qu'il m'ait été donné d'entendre à Enmore Park. « Eh bien, insista-t-il en se tournant vers moi, de quoi s'agit-il donc? »« Cet homme m'a agressé, dis-je. »« Vous l'avez agressé ?» demanda le policier. Le professeur soufflait tant et plus, mais ne disait rien. « D'ailleurs, ce n'est pas la première fois, » dit sévèrement le policier en secouant la tête. « Vous vous étiez déjà mis dans le pétrin le mois dernier. Je vois que vous avez infligé un œil au beurre noir à ce jeune homme. Est-ce que vous portez plainte, monsieur ?» Je me laissai attendrir. « Non, dis-je, je n'y tiens pas. »« Comment ça ?» dit le policier. « C'est aussi ma faute, je me suis immiscé dans sa vie privée, il m'avait bien prévenu. » Le policier referma son carnet d'un coup sec. « Que je ne vous y reprenne plus, dit-il. Et maintenant, là, circulez, circulez !» Cela s'adressait à un garçon boucher, une femme de chambre et 2 badauds qui s'étaient attroupés. Il avança le long de la rue d'une démarche pesante, conduisant son petit troupeau devant lui. Le professeur me regarda, et il y avait comme une trace d'humour dans son regard. « Entrez, dit-il. »
Je n'en ai pas encore fini avec vous. » Ces paroles éveillaient un écho sinistre, mais je le suivis néanmoins à l'intérieur de sa maison. Austin, le serviteur, raide comme une planche, referma la porte derrière nous.